Salut Nico. Alors, présente-toi et présente un peu le parcours que tu as eu avant de devenir luthier. Alors mon nom de luthier c'est Nicolas Lamoureux, et puis qu'est-ce que j'ai eu mon parcours avant d'être luthier, j'étais graphiste en 3D, je faisais de l'image de synthèse, j'ai travaillé à Paris pendant une dizaine d'années, voilà, avant de partir avec ma compagne en Corrèze. J'ai fait beaucoup aussi de guitare classique quand j'étais plus jeune, j'ai fait des études de guitare classique, j'ai fait un parcours au conservatoire. J'ai failli être prof, on va dire, mais je voulais aussi peut-être découvrir d'autres choses. Et je me suis dirigé vers l'image, et vers la 3D, l'animation, le cinéma aussi, j'étais intéressé par ces choses-là. Et donc j'ai fait une école Supinfocom. Suite à l'obtention du diplôme de Supinfocom, j'ai travaillé à Paris pendant quelques années. J'ai travaillé sur des projets de films, des projets de publicité, des projets d'animation comme Arthur et les Minimois, des films Astérix, Babylon AD, Speed Racer. Et après, je n'avais un peu marre de faire des projets qui étaient très chronophages. Je voulais un autre rythme de vie, donc je me suis dirigé un peu vers l'architecture. J'ai fait des films d'image de synthèse en architecture et des images, des perspectives dans un studio de prestataires qui font des images de synthèse pour les architectes, pour les cabinets d'architectes comme Jean Beauvel, Dominique Perrault et d'autres pas mal d'architectes. Et donc avec ma compagne on s'est dit à un moment qu'on voulait changer de rythme de vie et avoir un rythme de vie plus logique, plus physiologique et puis plus en lien avec la nature. Donc on est parti en Corrèze, on a déménagé. Quand je faisais des images d'architecture, des films d'architecture, je me suis remis beaucoup à la guitare classique et je me suis intéressé à la guitare aussi, à l'instrument lui-même. Petit à petit, en découvrant plein de guitares de maîtres luthiers espagnols, français, allemands, j'ai découvert que c'était vraiment passionnant et j'ai décidé en 2017 de construire ma première guitare dans mon appartement, quand j'étais encore à Paris. Cette première guitare, je l'ai montrée à des guitaristes, à des luthiers, et puis ils m'en ont dit du bien. Et un peu sur un coup de tête, et puis de manière impulsive, je me suis dit que je ferais ça, que j'allais être luthier. Voilà, c'était un peu un pari. Et donc depuis, je fais ça. J'essaye de faire les meilleures guitares possibles, en m'inspirant surtout de l'école française de lutherie, c'est-à-dire Daniel Friedrich, Robert Boucher, Dominique Field. Donc j'essaie de développer des modèles de concert de grande qualité, de la plus haute qualité possible. Et là j'en suis à ma 11e guitare, je fabrique la 12e et la 13e, et je commence mon activité réellement en fait en ce moment. Et voilà, je suis en plein développement, on va dire, je suis encore un peu débutant. Mais je commence à avoir plus d'assurance dans la construction des instruments et puis surtout je suis guitariste donc je peux tester mes guitares, c'est quand même quelque chose d'intéressant parce que je peux juger objectivement, je sais pas, mais je peux juger de l'intérêt de mes instruments ou pas. Et là j'ai trouvé sur mes derniers instruments que je commençais à avoir un niveau de qualité très satisfaisant, donc oui, je commence à commercialiser mes instruments. Essayer de les vendre à des gens qui ont besoin d'instruments de qualité, de guitare classique de qualité. Voilà, pour pouvoir jouer autant en amateur qu'en apprenti développement personnel, quoi. Des jeunes qui sont au conservatoire et qui veulent passer leur diplôme, quoi. Et ils cherchent des instruments qui sont de très bonne qualité, qui sont pas forcément encore très chers, qui n'ont pas encore les prix des grands luthiers. Donc là, moi, je rentre un peu dans ce créneau-là. C'est le début de ma démarche, en fait, de commercialisation. C'est essayer d'intéresser les amateurs et des jeunes. C'est deux conjointes qu'on colle comme ça, zip, une à une. Et dans l'arbre, en fait, elles sont book matchées, on dit qu'elles sont ouvertes un peu comme un livre, ça claque. Et c'est coupé sur le quartier, ce qui veut dire que
le fil du bois au milieu là, il est très droit. Ce qui fait que ça donne une résistance maximum au bois. Bon, ce qui est recherché en général pour les belles tables, c'est d'avoir un grain homogène. C'est-à-dire que les lignes noires et les lignes blanches là doivent être à peu près espacées d'un espace régulier, quoi, pour que ça fasse vraiment un bois qui sonne bien, mais après rien n'est... Tout ça c'est aussi des considérations esthétiques. Et voilà, là c'est une rosette qui a été incrustée il n'y a pas très longtemps. Et puis je vais installer les barrages dessus. Ça c'est un barrage très traditionnel, très espagnol. Pour faire les tables, on utilise aussi le red cedar. Et là, c'est un bois qui est plus léger que l'épicéa et qui a un grain très très fin et qui est très homogène aussi. Et donc, ça fait une réponse en général. Ça sonne plus fort immédiatement en fait. Ça donne un rendement immédiat, alors que l'épicéa est plus long à s'ouvrir. C'est plus long à donner une sonorité, on va dire. À son maximum de capacité. Alors que le cèdre, il sonne tout de suite assez ouvert. Voilà. Des tables en épicéa. Donc ça vient des forêts suisses ou roumaines. Là c'est le dessin du barrage que je vais faire. Là il y a une rosette qui est déjà incrustée. Et là, elle est prête à recevoir les barrages. Parle-nous de ta passion pour les guitares classiques. Les guitares classiques, ça arrivait assez tardivement. Quand j'avais 13-14 ans, j'aimais bien la musique grunge, le rock. Donc je faisais ça un peu sur une guitare qui traînait chez moi. Et un jour, j'ai vu une émission sur France 3, une émission qui était tard le soir, une émission de musicale présentée par Alain Duhaut. Et ça présentait le guitariste français Alexandre Lagoya, qui parlait de sa vie et de toute sa carrière internationale. Et j'étais fasciné un peu par ce bonhomme, quoi, qui était un guitariste et un musicien vraiment intéressant, quoi. Et il y avait cette interview, elle était entrecoupée d'extraits musicaux, enfin de performances, enfin de morceaux qu'il interprétait. C'était assez inspirant parce que oui, je découvrais un peu une manière de jouer de la musique et puis les sonorités de l'instrument, quoi. Après cette émission-là, je me suis vraiment intéressé de plus près, je me suis inscrit à des cours de guitare classique dans une école de musique. Et après ça, je suis rentré au conservatoire et j'ai essayé d'aller aussi vite que je pouvais pour rattraper le retard du cursus, on va dire, traditionnel, parce que le conservatoire, c'est très étagé, c'est très séparé, c'est très scolaire, on va dire. Donc j'ai dû un peu sauter des étapes pour rattraper un niveau convenable, et puis assez vite j'ai passé des diplômes, et puis voilà, j'ai découvert aussi tout le répertoire de musique, et grâce au professeur c'est toute une culture, quoi, que j'ai découvert, surtout c'est de la musique, surtout la musique baroque, la musique classique, la musique romantique et la musique contemporaine, et surtout j'ai aussi essayé des guitares vraiment des instruments qui m'ont vraiment fait quelque chose, physiquement. Parce que c'est des instruments qu'on m'a fait essayer, qui appartenaient au conservatoire. Et quand j'ai essayé ces guitares, je me suis dit, ah, ça c'est vraiment des instruments de musique. Et depuis ce temps-là, j'étais vraiment intrigué par ces instruments, quoi. Qui étaient autre chose que des guitares un peu de bas de gamme, quoi, des guitares basiques. Là, il y avait quelque chose derrière, un esprit, quoi, une volonté, on sent que ces instruments ont été construits par une personnalité. Et après, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Après, on met la table sur une plateforme qui a une voûte, et puis on installe des petites barrettes, un peu comme ça, toc, on les met là, et puis on appuie et
on les appuie et ça prend la forme. Et ça maintient une petite voûte. Et après, les renforts, ils ont plus un rôle pour soutenir le poids de tension des cordes, qui est quand même assez énorme. C'est quand même... c'est énorme. Maintenant, en classique, c'est à peu près 40 kg. En folk, c'est dans les 70 kg. Donc en classique, vu que c'est 40 kg, c'est pas énorme. On peut faire des renforts beaucoup plus légers qui font résonner les guitares différemment qu'en folk, c'est sûr. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans la fabrication d'une guitare? Le plus important, je pense, c'est la cohérence globale. C'est d'avoir quelque chose d'homogène, en fait. C'est d'avoir une réflexion en tout, de A à Z, qui soit cohérente. C'est-à-dire que toutes les étapes de construction s'enchaînent bien. En fait, c'est avec des gestes assez simples, finalement, d'arriver à un niveau de détail vraiment très beau. C'est d'avoir des gestes qui sont efficaces, qui donnent tout de suite, on va dire, la maîtrise de la construction, quoi. Et ça passe par le collage, par les ajustements des pièces entre elles, par la précision des mesures. Ça, c'est très important, il faut un peu le compas dans l'œil, quoi. Ça, c'est des choses qui s'apprennent petit à petit. Tous ces paramètres, on va dire, cette précision, quand tout est bien calibré, tous les éléments sont bien faits, à l'assemblage, ça va tout seul. C'est assez jouissif, en fait, parce que tout marche bien, quoi. Et ça fait un instrument cohérent, globalement, si tout est bien pensé. Là, je parle pas des systèmes de barrage, je parle pas des choses qui font qu'on oriente la guitare vers un son, mais je parle plutôt de la construction globale, enfin de l'instrument de musique qu'on veut construire, quoi. Et donc ça passe aussi par la façon de coller les choses. J'utilise la colle chaude. C'est une colle qui est, je trouve, très valable, et puis c'est comme quelque chose il y a une noblesse là-dedans. Et comme utiliser tous les instruments à main, les rabots, les scies, tous les instruments traditionnels, il y a une noblesse à utiliser tous ces outils qui sont pas forcément, qui sont un peu délaissés dans les constructions industrielles. En fait, bien utilisés, qui donnent cette satisfaction, en fait, de l'artisan, quoi. Que j'essaye d'avoir de plus en plus. Même si j'utilise des machines, j'aime bien quand même avoir au maximum avoir des sensations de fait main, quoi. Que un maximum de choses soient faites à la main. Voilà, là c'est un bois de très bonne qualité. Donc ça se voit. Comment ça se voit? Ça se voit par les rayons médulaires, en fait. C'est des trachéides transversales. Le bois il se nourrit transversalement et longitudinalement. Et ce genre de petits rayons médulaires, là, ce genre de petits reflets, ça fait qu'il a une très bonne rigidité latérale. Et en général, ça sonne très bien. C'est pour ça que c'est les bois les plus chers. En plus, il a un fil vraiment bien régulier. Là, on voit que les lignes sont assez régulières. Là, c'est un peu plus dense, mais là, il y a un nœud, mais c'est pas grave. C'est beaucoup plus loin que la ligne. Là, c'est une rosette qui est en train d'être travaillée. Et oui, c'est un beau bois, quoi. Là, je l'ai mis un peu de côté pour l'instant, parce qu'il faut que je refasse des éléments de mosaïque. Et puis, ça, c'est un très beau bois, ouais. Alors, le cèdre rouge, ils appellent ça, c'est le red cedar. Ça a été introduit par Ramirez dans les années 60 et ça a donné des guitares au son très espagnol, tout de suite très ouvert. Parce qu'en général, c'est des très grands arbres et qui sont très réguliers sur le fil et donc ça sonne tout de suite plutôt bien. Généralement c'est moins apprécié au niveau esthétique, et puis au niveau du son, ça peut paraître souvent peut-être un peu plus brouillon. Quand c'est pas maîtrisé, je sais pas si c'est une question de maîtrise ou de chance, ça peut sonner moins clair que l'épicéa, qui est clair comme du cristal quand il sonne bien. En transparence, ça donne quoi? Comment? C'est pas transparent, on peut pas avoir pas de transparence, c'est opaque. Et pour les fonds, on utilise souvent des bois plus... Là, pour celle-ci, j'ai deux exemples de fonds. Celui-ci, c'est de l'érable moncheté. Donc c'est un beau bois qui est utilisé... il a un petit défaut.
faudrait que je l'enlève. Très bon. Et donc ça, après vernis, voilà. C'est un bois qui est assez léger, ça donne un son généralement assez boisé, assez concentré sur les médiums. Alors qu'au contraire, des bois comme la palissandre, ils vont être plus... peut-être un peu moins chaleureux, plus précis peut-être. Par exemple celui-là, c'est un autre fond c'est du Wenge, c'est un bois africain, et qui est beaucoup plus dur, c'est beaucoup plus dense. C'est beaucoup plus lourd et là ça va sonner, ça va mettre plus en valeur les fréquences graves. Donc ça c'est typiquement c'est une petite plateforme qui m'aide à assembler, à coller les éléments pour les fonds. Donc celle-là, elle a une courbure, c'est des barres comme ça, ou des barres soit en cédro, soit en acajou, soit en épicéa. Je les ponce de manière courbée comme ça et ça va prendre la forme là. Toc, j'appuie. Et après tout le fond, il va adopter la courbure de la plateforme. Ce qui fait que ça donne plus de résistance mécanique et plus de durabilité aux joints et puis à la structure de la guitare. Alors les fonds, on les fait avec plus ou moins renforcés, ça dépend de la guitare qu'on veut. Si on veut une guitare très souple et puis très réactive, qui vibre dans tous les sens, on peut mettre des barrages très légers, on va en mettre 3 comme ça. Si on veut faire un fond beaucoup plus dur, qui renvoie le son beaucoup plus fort, on peut en mettre 4 à 5, et puis même faire des barrages en longueur, sur la longueur comme ça. Ce qui fait que le son est très très rigide, et c'est utilisé beaucoup dans les guitares très modernes. On peut même doubler avec un autre bois, pour avoir encore plus de rigidité. Parce qu'après être passé à la calibreuse, en fait, il y a des petites rayures qu'il faut enlever, donc j'enlève tout ça avec le racloir. Voilà. C'est pas mal. On enlève l'aspérité, on a une surface qui est assez lisse après. C'est une petite plaque de fer avec un petit, un mini, un morphile, j'appelle ça. C'est une sorte de bavure qui fait en fait l'effet d'un mini rabot. Et, en fait, ça s'accroche et ça fait et ça enlève, même sur des bois très durs, ça permet de faire des finitions assez propres. Donc c'est un peu un outil très rustique mais assez magique. Pourrais-tu définir le son que tu recherches pour tes guitares? Alors le son des guitares c'est pas en plus que le son, vu que je suis guitariste, il y a aussi un autre paramètre, c'est la sensation physique du son. C'est-à-dire que alors il y a le son de la guitare espagnole qui est magnifique, mais moi je fais un peu, je dis pas au-delà, mais c'est un peu différent. C'est dans l'école française, avec les premières guitares un peu plus complexes, plus lourdes, celles de Bouchet, celles de Friedrich, celles de Phil, c'est des guitares qui sont avec des sonorités plus complexes, plus épaisses peut-être, qui sont un peu moins spontanées, mais qui ont plus de matière à travailler. Et donc j'aspire plus à ce genre de son qui a une certaine densité, une précision, une longueur de son. Homogène mais pas trop, parce que c'est un homogène. La guitare c'est aussi un instrument qui est expressif et qui a des défauts, comme par exemple les différences de timbre quand on change de position. Ça, je trouve que c'est des défauts qui font partie de la guitare, et c'est des défauts qui font que on peut obtenir une grande variété de timbres et une grande variété de sonorités à la manière un peu d'un orchestre en fait. Et mon idéal c'est d'avoir une sonorité assez neutre, pas trop quand même, avec un petit caractère quand même, pour donner un maximum de latitude au musicien qui va jouer l'instrument après. Moi j'aime bien les sonorités assez rondes, c'est suave, qui ont du corps, beaucoup de corps quand même.
Dans la sensation physique aussi, c'est d'avoir quelque chose de guitare facile à jouer. Comme si les cordes un peu flottaient sur l'instrument. Ça, c'est... sur les très bonnes guitares, c'est quelque chose qui est assez envoûtant, quoi. Et j'aspire à ça, j'espère me diriger un peu vers ce genre de sensation, autant au toucher, au ressenti, qu'au son qui sort de la guitare, quoi. C'est un peu une sorte de guitare piano, quoi. Genre d'hybride, quoi. C'est pas la guitare espagnole complètement. C'est une sonorité plus moderne, peut-être, qui est aussi intéressante, quoi. Et donc là, c'est pour faire les touches des guitares. Donc là, c'est en ébène, c'est de l'ébène. Et là, c'est de la palissandre. Donc j'en ai propriétés assez proches. La palissandre est un petit peu moins dense que l'ébène. Il est assez conseillé aussi pour... il transmet assez bien la vibration du son de la guitare dans le manche. Il est assez apprécié. Et l'ébène est un peu plus dense, mais il est aussi un côté plus noble, c'est plus joli. Hein, ça fait une espèce de noir très propre. Enfin, la finition de l'ébène aussi est un peu supérieure à celle de la palissandre, donc ça fait quelque chose esthétiquement de plus fini, un peu plus joli, enfin, selon moi. Et donc les guitares de concert, en général, ont des touches en ébène. C'est assez classieux, on peut dire ça. Et donc, c'est le bois qui a retravaillé. Il a travaillé en épaisseur, et puis il est collé sur la manche. Et après, là-dessus, on l'aplanit, on fait en sorte de le niveler pour que les cordes du côté des basses ne frisent pas, ne touchent pas. Donc ça sera toujours un petit peu plus fin du côté des cordes graves que du côté des cordes aiguës. Et ensuite, après l'avoir planifié, l'avoir bien aplani, on fait des traits de coupe, les traits pour mettre du fil de fret. Donc, qu'on découpe, je coupe avec une pince, et puis j'insère avec à l'aide d'un petit marteau. Puis je le scelle avec un petit peu de colle aussi. Quelle est la différence entre une guitare de concert et une guitare qu'on dirait classique avec des cordes en nylon? Ouais, alors moi ce que je fais, c'est des guitares classiques, mais dites de concert parce qu'elles sont assez on va dire sophistiquées et elles utilisent des bois traditionnellement utilisés pour la guitare de concert, c'est-à-dire les guitares de plus haute gamme, c'est-à-dire que j'utilise des palissandres massifs, du palissandre massif pour le fond, les clisses et de l'épicéa pour les tables, et de l'épicéa de bonne qualité. Et les manches, c'est du cédro, et c'est un alliage de bois, enfin une combinaison de bois qui se retrouve dans les guitares les plus haut de gamme. Après, la guitare de concert, ça veut rien dire et tout dire. La guitare de concert, ça veut dire une guitare qui est capable d'avoir assez de caractère, de puissance, de projection pour satisfaire un auditoire dans une salle de moyenne contenance, quoi. Sans parler d'amplification, bien sûr. Aussi capable de pas mal de polyvalence. Oui, les différences principales, c'est ça, quoi. C'est surtout l'utilisation de matériaux de premier choix qui fait la guitare de concert. Alors, principalement, la colle que j'utilise, c'est la colle d'os et la colle de nerf que je mélange pour donner, bon, ça donne de la dureté, ça donne de la souplesse, la colle de nerf. Donc les deux mélangés, ça fait une colle, on va dire, idéale. Et quand elle durcit, cette colle, ça devient dur comme du verre, et ça transmet le son, on va dire, idéalement dans l'instrument. C'est utilisé en lutherie depuis très longtemps. Et donc il faut la réchauffer au bain-marie, sur ce vieux truc là, dans cette vieille casserole, et puis sur ce réchaud là. Et ça la chauffe environ à 60 degrés. Et donc au préalable, il faut un petit peu chauffer le bois quand même, parce que ça donne un peu plus de temps de collage en fait. Parce que si ça sèche trop vite, si on met ça sur une surface froide, la colle elle sèche tout de suite et ça fait une épaisseur. Et tout de suite, le joint après il sera moche, il sera épais, et ça sera un petit peu loupé, quoi.
Bon, alors l'avantage aussi, c'est que c'est un peu réversible. Enfin, c'est réversible. C'est-à-dire que quand on réchauffe, on peut, en principe, enlever, redécoller les éléments. Donc c'est aussi l'avantage de la colle naturelle, de la colle chaude. Après, j'utilise aussi d'autres colles. Enfin, c'est des colles habituelles pour les tout petits trucs. Parce que le problème, c'est que ça prend toujours un petit peu de temps à chauffer la colle d'os. Alors pour les tout petits collages, pour la marqueterie, j'utilise de la colle comme ça. C'est la colle habituelle en fait. Ouais, alors pour le vernis, bah moi je fais du vernis au tampon un peu traditionnel. Et donc pour utiliser le vernis, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc il faut utiliser ce genre de résine. En fait, c'est une résine qui est faite en Inde. C'est produit par des petits animaux, des petits vers qui font des cocons. Ils ramassent les cocons sur les arbres et ils retravaillent ça, ils réchauffent et puis je sais pas comment ils le travaillent spécifiquement. Mais ça nous arrive sous la forme là. C'est de la résine en plaquettes et ça on le mélange à de l'alcool, on le fait fondre, on le passe dans un filtre à café pour enlever les impuretés. Puis encore des impuretés, des petits bouts de bestiole, des petits bouts de pâte, des petits bouts d'arbres, petites impuretés. Et ensuite, avec ce produit-là, eh bien, ça donne un mélange comme ça, par exemple. Et avec ça, eh bien, on prend un tampon. Ça peut être du fil de coton ou donc c'est du tissu en coton avec à l'intérieur un tampon. Ça peut être de la laine ou du fil de coton qu'on imbibe d'alcool et de vernis, de gomme laque. Et c'est une méthode qui est assez longue mais qui donne de bons résultats. C'est un peu une sorte de plastique mais naturel en fait. Ça fait plein de couches appliquées très très finement à chaque fois. Et on passe, on fait des 8, on fait des ronds sur chaque surface, sur chaque endroit de la guitare. Et donc oui, avec de l'alcool et aussi de l'huile un petit peu pour faciliter la glisse, pour que ça glisse bien. Et donc du coup ça dure assez longtemps. Pour faire un bon vernis, un très beau vernis, il faut quand même 4-5 semaines puisque on fait 1 à 2 passes par jour, 1 à 2 couches par jour. On peut la rectifier avec du papier, il faut poncer très finement, avec un grain très très fin pour enlever les aspérités. Et ce qui fait que petit à petit on a une surface vraiment qui reflète, qui est très homogène, qui est très belle. Après c'est difficile d'avoir une surface tout le temps hyper lisse parce que le bois aussi réagit à l'humidité et puis à la sécheresse. Ce qui fait qu'il y a toujours des petits plis, notamment sur la table, qui se reforment après. Après c'est aussi avec l'expérience qu'on réussit à faire des vernis qui restent bien, qui sont très très beaux. Mais ça donne des bons résultats, puis c'est aussi très naturel, c'est des substances qui sont pas toxiques, quoi, comme les autres finitions, on va dire modernes, appliquées au pistolet. C'est assez agréable. Aussi, il y a un côté rituel chaque jour, et c'est assez agréable de voir le vernis évoluer, et puis de voir que ça s'embellit, et ouais, c'est assez marrant. Donc ouais, le bois avant de l'appliquer le vernis, il y a des bois qui ont des pores fermés, comme l'érable là, et l'épicéa, mais il y a des bois qui ont des pores très ouverts. Je sais pas si tu peux voir ça, c'est assez compliqué peut-être à voir. C'est-à-dire qu'il y a des gros trous. La palissandre, le Venguet typiquement, le noyer. Pour avoir un beau rendu, pour avoir un vernis très lisse, eh bien il faut boucher les petits trous. Alors avec de l'alcool et de la poudre, c'est de la poudre de pierre ponce, de la ponce. Donc c'est un abrasif très très fin. Et avec un tampon imbibé d'alcool et de poudre abrasive, on fait des petits ronds et en fait toute la résine
qui est dans la table, qui est dans le bois, elle remonte et elle colore la ponce et elle bouche les pores. Donc en s'adaptant, donc normalement ça fait pas du blanc à l'intérieur des trous, ça fait une couleur qui va très bien, qui se mélange bien avec la couleur du bois. Donc, ce qui fait que sur de la palissandre un peu rouge ou violette, la poudre elle devient violette. Sur le noyer ça devient un peu marron, sur le vengué ça devient un peu marron aussi. Et donc ça bouge très bien les pores, quoi. Après c'est une technique qu'il faut un certain doigté, une certaine habitude, il faut pas repenser comme un bourrin, sinon il y a tout le travail qui s'en va. Donc c'est aussi une petite habitude à avoir pour faire un beau bouche-port. Alors une question qui serait en deux temps. Donc pour toi, quelle est la différence entre une guitare industrielle et une guitare de luthier, et pourquoi on achèterait une guitare de luthier? C'est pas moi qui l'ai dit, ça c'est un autre luthier qui en a parlé. Mais c'est un peu comme quand on fait de la course à pied, quoi. Quand on a des chaussures à 10 €, on se ruine les pieds. Et quand on a des chaussures un peu mieux, enfin un peu de meilleure qualité, qui ont un bon amorti, on se préserve un peu mieux la santé. Et là c'est un peu la même chose, quand on a une guitare de bonne qualité, on fait par un luthier. On a l'assurance de quelque chose de plus homogène, un résultat avec peut-être une intention personnelle derrière. À la différence d'une guitare industrielle qui aura des matériaux de moindre qualité et qui sera assemblée par diverses personnes à divers postes et fait avec des vernis au pistolet très épais, qui sonneront peut-être correctement mais qui n'auront peut-être pas forcément une personnalité comme une guitare de luthier. Après c'est une question aussi de choix pour les guitaristes. Il y a des guitaristes qui ont des ambitions très variables. Pour les guitaristes qui ont des ambitions qui veulent gratouiller de temps en temps, une guitare d'étude ça peut être très bien. Mais ils n'auront jamais la satisfaction, on va dire, auditive d'avoir une guitare un peu sophistiquée, enfin une guitare avec des vraies idées derrière, enfin un vrai artisan derrière, où là il y a quelque chose en plus, enfin selon moi quelque chose en plus, une intention, il y aura toujours une différence pour moi. Et après il y a des guitares industrielles qui sonnent bien, l'Alhambra ça sonne bien, c'est des trucs, mais ça fonctionne, mais il n'y a pas forcément d'âme derrière. Et après voilà, même un luthier amateur, s'il veut se faire plaisir, il peut acheter une guitare de luthier et même jouer quelques accords, même jouer quelques notes, il y aura une satisfaction personnelle plus grande, je pense, parce que la guitare sonnera... Enfin, ça dépend quel luthier aussi, mais elle sonnera, à mon avis, elle sera plus jolie. Il y aura une satisfaction personnelle aussi d'avoir un instrument fait par une personne. Il y a quelque chose aussi d'une transmission. Alors que l'instrument industriel, on ne sait pas trop d'où ça vient, de comment c'est fait. C'est un peu plus anonyme, mais pour moi il y a peut-être moins d'implication personnelle. Il y a un rapport aussi humain, quoi, qui est différent. Non, mais ça c'est des feuilles de plaquage, donc on trouve chez des ateliers, enfin des entreprises qui sont spécialisées là-dedans et qui débitent des plaquages. Donc c'est utilisé beaucoup en ébénisterie pour la marqueterie. Donc là on a plusieurs essences, elles sont pas teintées, hein, c'est des couleurs naturelles à part celle-là. Ça c'est du sycomore qui est teinté en noir. Ça c'est du buis, ça c'est de l'amarante, ça c'est du tulipier, ça c'est du padouk, ça c'est de l'acajou, ça c'est de la palissandre. Donc avec ça on fait tous les éléments un peu décoratifs de la guitare. On les coupe en petites lamelles et puis on les débite, on fait des petits filets avec des filets et puis on fait des éléments pour faire de la marqueterie et pour enjoliver la guitare. Et donc c'est quand même assez important parce que c'est ce qui détermine aussi le look et puis l'esthétique de l'instrument. Pour tout ce qui est filetterie, tout ce qui entoure le contour de la guitare. Donc les notes sont plus ou moins faciles à travailler, faciles à désépaissir, à affiner. Les notes sont plus ou moins cassantes.
Et donc souvent on les voit sur la tranche. Il y en a qui ont des petits motifs qui sont un petit peu ondés. Il y en a qui ont des variations de couleurs, donc ça apporte une richesse aux motifs et puis aux décorations. Donc avec les plaquages, on peut faire tout un tas de choses, notamment des mosaïques, en faisant des sandwichs, des plaques, des petites plaques. Et avec ces sandwichs, avec ces plaques, on fait des lamelles et qu'on assemble ensemble. C'est coller ensemble des plaques et les redécouper et les recoller, et les redécouper et les recoller. Si tu les recolles pour faire un peu comme une sorte de tour d'immeuble, bah, ça te fait un enchaînement comme ça, que tu retranches et pour avoir des petits filets. Et là tu peux le faire en biais, et ça va te faire après des filets en biais. Donc ce qu'on voit après sur la rosette, c'est ce genre de truc, de motifs. Là ça c'est pour faire des petits points blancs et noirs. Voilà. Et pour ce qui est des sandwichs, pour faire les petites mosaïques, les motifs qui sont en général au centre de la rosace, c'est des plaquettes qui sont débitées et on fait encore des plus petites plaquettes qu'on recolle ensemble pour faire des petits carrés. Mais les chevalets, oui, c'est la pièce un peu maîtresse, une pièce qui est assez importante dans le son de la guitare. Donc c'est des pièces en bois assez denses, c'est souvent la palissandre. Celui-là il est en ziricote, c'était pour tester. C'est un bois un peu plus dense encore, ce qui fait que ça renforce encore ça fait une sorte de bloc qui vibre, qui n'a pas vraiment de souplesse, qu'il est assez épais, il aura moins de souplesse qu'un petit en palissandre léger. Et les cordes sont accrochées là, voilà. Elles sont accrochées par les trous là. Là on met un scié en os, les cordes passent par au-dessus. Et voilà, elle a toute la tension, elle passe par là après. Donc ça appuie ici, tac. Ça appuie sur la table. On peut les faire plus ou moins souples, plus ou moins légers. Moi ceux que je fais ils ont un poids moyen on va dire, qui sont adaptés avec le barrage de mes guitares. Et ils sont aussi adaptés à la voûte de la table. C'est ça aussi qui maintient la voûte. C'est une pièce de bois assez dure. Le chevalet il maintient la voûte de la guitare durablement, en travers. Finalement, quel conseil pourrais-tu donner à un newbie qui voudrait s'acheter plutôt une bonne guitare, pas forcément une guitare entrée de gamme, mais une bonne guitare? Bah, une bonne guitare, c'est assez délicat en fait. Bah, il faut aussi suivre, principalement il faut suivre son ressenti et puis ses émotions quand on joue l'instrument. Après tout dépend où le guitariste va essayer sa guitare. Il y a des magasins qui vendent que des guitares de mauvaise qualité, il y a des marchands qui vendent que des très bonnes guitares. Après, évidemment, les très bonnes guitares ça se trouve pas partout. Il y a quelques marchands en France, quelques marchands en Allemagne, en Angleterre. C'est une question de volonté et puis de portefeuille aussi. C'est certain que une guitare industrielle, les Alhambra, les Estève, tout ça, ça sera toujours plus à la portée d'un débutant. Ça, on n'y peut pas grand-chose. Après, il y a le newbie qui a peut-être des ambitions. Je vise à avoir un super bon niveau et puis je veux une guitare capable de satisfaire toutes mes envies. Et il va avoir peut-être un
but précis. Maintenant, c'est plus facile aussi avec Internet, avec toutes les guitares essayées sur Internet, de se faire une idée de ce que c'est qu'une bonne guitare. Enfin, après, même si c'est pas très fidèle, on a plus d'idées globalement du son d'une bonne guitare. On a plus d'accès maintenant aussi à ce genre de... C'est moins secret, c'est moins gardé. Il faut pas forcément se déplacer, faire 500 km pour entendre une bonne guitare. On peut sur internet se renseigner assez efficacement pour voir ce que c'est qu'une bonne guitare classique. Si vous aimez la guitare classique, si vous êtes guitariste classique, n'hésitez pas à venir essayer une de mes guitares, ou plusieurs, pour vous rendre compte de ce que c'est qu'une guitare une guitare faite par moi-même, voilà. Et puis la Corrèze est jolie, alors c'est aussi l'occasion de visiter une belle région. Voilà. Bye bye.